Bon, eh bien, écoutez, elle a fait une liste de titres et de diplômes. J'espère que ça vous aura donné confiance dans l'oratrice. Et justement, parce que bon, je suis une inconnue pour vous, un thème assez obscur, on va voir. Mais la confiance, c'est finalement un peu la question centrale du débat qui devrait, je l'espère, faire suivre à l'exposé. À qui faire confiance? Et bon, c'est pas forcément les diplômes, on est bien d'accord. Le titre en est Science et incertitude, mais j'aurais pu dire Science et confiance, ce qui, au moins phonétiquement, aurait évoqué Rabelais, science sans conscience n'est que... Vous n'avez pas entendu? Merci. Bon, alors, dans les logos, bon, le RNSC, le Réseau national des systèmes complexes, en gros, est remplacé par un ensemble d'instituts. Il n'existe plus vraiment en tant que réseau national. C'est des instituts un peu partout. Mais j'ai mis le logo de cette académie, qui est une société savante dont je fais partie depuis un bout de temps. D'abord parce que j'y suis encore, et ensuite parce que j'ai fait une conférence un petit peu sur ce thème devant mes collègues en juin dernier. C'est-à-dire dans le même contexte de crise, alors crise quand même dans notre confiance dans la science, ou des fois un manque de confiance, ou au contraire en demander beaucoup, attendre beaucoup de la science, ou alors au contraire la rejeter. Tout ça dans un contexte de crise sanitaire. Bon, il y a d'autres crises, évidemment, climatiques et en ce moment, ce qu'on veut, sur la démocratie ou la guerre. Enfin, il y a beaucoup de crises de valeurs. Et par rapport à ça, mon plaidoyer, c'était que les scientifiques devraient reconnaître plus publiquement, et que notre société savante donc pourrait y aider, à reconnaître la place de l'incertitude fondamentale dans la démarche scientifique. Et que ça serait peut-être une façon justement de rétablir la confiance. Alors, mon plan, je vais dire je pense en tout cas que cette question de confiance dans la science, elle est ancienne, mais elle a été quand même nettement augmentée ces dernières années, et dans les 2 années qu'on vient de vivre, encore plus. Alors, mon plan, je vais dire des considérations générales sur l'incertitude en sciences. Ensuite, je vais donner 2 exemples qui sont presque des cours de maths physique élémentaire, on va voir, pour donner du grain à moudre au débat qui suivra. Mais c'est des exemples parmi d'autres, simplement je les connaissais. Alors, je suis en train d'essayer de me servir de mon PowerPoint. Voilà. Alors, pour jouer aux philosophes amateurs, il y avait apparemment des philosophes professionnels dans la salle. Je vais commencer par citer les autres. C'est-à-dire, je peux citer Edgar Morin, que la plupart d'entre vous connaissent. J'ai vu qu'il devait être là en juillet 2021. Et puis finalement, il n'est pas venu, mais il aurait parlé de poésie. Mais enfin, il a beaucoup parlé des systèmes complexes et des sciences de la complexité, si on veut être un peu plus grandiose. Et il y a des tas de choses de lui. Par exemple, la connaissance est une navigation. Alors oui, sur mon transparent, parce que nous devons vivre avec l'incertitude. Ça, c'était le titre d'une interview qu'il donnait au CNRS en avril 2020. Et donc, je vais lire des extraits. Et sinon, ça, une de ses phrases célèbres, la connaissance est une navigation dans un océan d'incertitude à travers des archipels de certitude. Ça, c'était dans les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, l'UNESCO. Alors, j'essaie de manipuler mes outils pour l'instant, voilà, parce que j'ai pris quelques notes pour justement lire ce qu'il écrivait dans le journal du CNRS d'avril 2020. Alors, donc nous devons vivre avec des certitudes. A priori, c'est une platitude, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes. N'empêche que s'il l'écrit en avril 2020, c'est que pour lui, comme pour d'autres, le contexte de pandémie a réactivé ce type de questions, dans un contexte où il y a eu pas mal de débats houleux
sur les opinions des scientifiques relayées par les médias et les politiques. Et voilà ce qu'il écrit. Ce qui me frappe, c'est qu'une grande partie du public considérait la science comme le répertoire des vérités absolues, des affirmations irréfutables. Et tout le monde était rassuré de voir que le président s'était entouré d'un conseil scientifique. Mais que s'est-il passé ? Très rapidement, on s'est rendu compte que ces scientifiques défendaient des points de vue très différents, parfois contradictoires, que ce soit sur les mesures à prendre, les nouveaux remèdes éventuels pour répondre à l'urgence, la validité de tel ou tel médicament, la durée des essais cliniques à engager. Toutes ces controverses introduisent le doute dans l'esprit des citoyens. L'intervieweur, vous voulez dire que le public risque de perdre confiance à la science ? Edgar Morin, non, il comprend que les sciences vivent et progressent par la controverse. Les débats autour de la chloroquine, par exemple, ont permis de poser la question de l'alternative entre urgence et prudence. Le monde scientifique avait déjà connu de fortes controverses au moment de l'apparition du sida dans les années 80. Or, ce que nous ont montré les philosophes des sciences, c'est précisément que les controverses font partie inhérente de la recherche. Celle-ci en a même besoin pour progresser. Malheureusement, très peu de scientifiques ont lu Karl Popper, qui a établi qu'une théorie scientifique n'est telle que si elle est réfutable. Bon, la solution de Popper, c'est que ça ne fonctionne pas par induction, mais simplement par réfutation pour valider une théorie scientifique. Alors Gaston Bachelard, qui a posé le problème de la complexité de la connaissance, ou encore Thomas Kuhn, qui a bien montré comment l'histoire des sciences est un processus discontinu. Et trop de scientifiques ignorent l'apport de ces grands épistémologues et travaillent encore dans une optique dogmatique. Bon, donc là j'ai cité Edgar Morin. Après, je ne vais pas disserter moi-même sur la chloroquine et les vaccins, mais par contre, je vais quand même dire 2 mots sur dans le laboratoire UMISCO, donc dont je fais encore plus ou moins partie. Nous avions eu une réunion en mars 2020. Et dans cette modélisation donc mathématique, informatique de systèmes complexes, on y reviendra, il y a plusieurs chercheurs qui travaillent en épidémiologie mathématique, qui font les modèles que tout le monde connaît maintenant pour savoir combien on va prévoir de morts dans les jours à venir. Avec des modèles qui sont... que j'ai failli les présenter, puisqu'on se les présente entre nous, et puis je n'ai pas choisi ça. Mais bon, le R0, on connaît depuis un moment. Moi, j'écoute les autres. Il y en a même un qui disait il y a 2 ou 3 ans, pourquoi diable les médecins n'utilisent pas le R0 ? Ça nous faisait rire. Et alors maintenant, tout le monde le connaît. Je crois que là, qui connaît pas le R0 ? Tu connais pas le R0 ? Bon, t'écoutes pas les infos. Sans arrêt, on nous disait attention, si ce R0 est plus grand que il est plus grand que 1, c'est une catastrophe, il faut se confiner pour qu'il passe en dessous de 1, parce que c'est le nombre de contacts moyens à qui on peut transmettre la maladie. Alors évidemment, si on est complètement confiné, ça va, si on voit plus personne, et sinon, si chacun a en moyenne 3 ou 4 contacts à qui peut transmettre la maladie, c'est pas très bon. Donc on était à 3 au début de l'épidémie. Et on a tous entendu parler des seuils d'immunité collective, avec ce fameux 60% à un moment, que tout le monde nous disait, si on a 60%, on est sauvé. Donc à la réunion, je demande aux collègues, et c'était Zoom évidemment, à distance, et puis en plus c'est une unité mixte internationale, donc on est aux 4 coins du monde, il y en a qui sont au Maroc, d'autres au Vietnam, d'autres Cameroun, Sénégal, la France, et dans plusieurs villes de France. Bon. Donc les épidémiologues m'ont répondu, mais les 60%, ils disent c'est évident, c'est 1 moins 1 sur R0. Comme R0 vaut 3, 1 moins 1 tiers, je sais pas, c'est 66% de tiers quand même. Mais bon, c'est ça, c'est bon. Elle est bizarre quand même, parce que, alors là, il y a eu une grande discussion, parce que ça me rappelait d'autres modèles, puisqu'on travaille effectivement en interdisciplinarité, j'ai d'autres modèles de percolation, où il y a des seuils comme ça, 60%, j'ai dit on dirait mes seuils de 60%, il y a quand même des hypothèses sur les réseaux. Il faut que ce soit en particulier complètement homogène. Alors chez eux, pareil. C'est-à-dire qu'il faut absolument, c'est une moyenne de contacts, mais c'est une population où, en gros, tout le monde a plus ou moins le même nombre de contacts, et pas simplement un superconducteur qui voit 50 personnes et puis d'autres qui sont tout seuls chez eux. Et puis, il y a évidemment d'hypothèses des modèles. Dans ce cas-là, on peut à la fois mathématiquement et à la fois par des simulations informatiques montrer de façon très rigoureuse que si R0 vaut 3 et si on a 66% de personnes qui sont
qui sont immunisées parce qu'elles ont attrapé la maladie ou vaccinées, pof, ça s'arrête. Donc on est content. Et sinon, on peut faire des calculs, on peut tourner le modèle d'une façon ou d'une autre et prévoir 500 000 morts ou 3 millions, enfin suivant les paramètres qu'on met. Bon, sauf que ça, c'est des choses... moi, je suis tout à fait pour ces modèles parce que je trouve qu'ils aident à réfléchir. Le problème, c'est d'annoncer comme ça, sans aucune hypothèse. Évidemment, déjà le B.A.B.A., vous voyez, le R0, vous avez vu qu'il a changé. Il change parce qu'on confine pas, etc. Enfin, il y a des tas de choses. Même ne serait-ce que ça, donc ça nous change les 60%. Alors après, on nous dit 90, 80. Enfin, et puis ça, c'est les scientifiques l'ont dit. Alors évidemment, après on dit ils se sont trompés. Mais c'est sûr qu'ils se sont trompés parce que l'un a dit ci, ça et ça, et on répète des chiffres sensationnels qui, coupés du contexte, veulent dire on a dit mathématiquement que. Bon, d'accord. Bon. Alors, dernière citation, c'était Libé d'octobre 2020, et le titre m'avait interpellé. Le savoir et la foi peuvent devenir deux moyens extrêmement violents de faire taire autrui. Et donc j'ai acheté le bouquin de ce Dorian Astor, qui s'appelle La passion de l'incertitude. C'est pas mal, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Et voilà ce qu'écrit Libé. Le philosophe ainsi cité explore la certitude et l'incertitude d'un point de vue pulsionnel et s'inquiète des convictions aveugles qui font de nous des fanatiques en puissance. Il rappelle que la recherche de vérité est un processus traversé par le doute, des vérités scientifiques qui agissent comme des croyances élevées au rang de vérité. Tout semble se mélanger dans un monde partagé entre crise sanitaire et inquiétude liée au changement climatique. Il s'inquiète des certitudes aveugles qui prolifèrent et font le lit du fanatisme, et rappelle que le doute fait partie de toute procédure de certification, même scientifique. Voilà. Bon, alors... les philosophes ont parlé, et voilà mon plan d'exposé. Donc, je vais dire des généralités sur l'incertitude en sciences de façon non exhaustive. Parler un peu au passage de ces systèmes complexes, puisqu'ils sont dans mon CV partout et que on se demande ce que c'est. Et puis ensuite, on aura deux exemples de type pratiquement de cours niveau terminal, on va voir qui suit ou ce que je saute, de géométrie fractale et de théorie du chaos, et arriver à une conclusion, débat entre nous. Alors, l'incertitude en sciences, elle est partout évidemment. Alors, Ballion, qui a écrit un bouquin, on voit peut-être, je ne sais pas si vous voyez ce qui est écrit en petit en bas, hasard, probabilité, incertitude, déterminisme, chaos, bon, à raison présente. Puis un grand physicien, voilà, qui a dirigé pas mal de trucs, qui écrit « La notion d'incertitude est au cœur de plusieurs domaines de physique développés au cours du XXe siècle, ce qui doit nous rendre modestes face au réel. » Alors évidemment, l'incertitude en physique quantique, même si on n'y connaît pas grand-chose, on a entendu parler de l'inégalité d'Heisenberg qui fait qu'on ne peut pas avoir en même temps la vitesse et la position d'une particule. Bon, alors peut-être dans l'infiniment petit, mais enfin quand même ça met des doutes sur ce qu'on peut vraiment mesurer. Bon, en maths et en physique, en maths et probabilité, tout le monde sait quand même qu'on a entendu le mot probabilité. En physique, il y a longtemps qu'on fait de la mécanique statistique qui est basée effectivement sur l'incertain. Alors en médecine, je sais pas, il y avait médecins prévus, ils n'ont pas l'air là, mais enfin en recherche médicale, alors là, on se demande si on fait autre chose que des statistiques. Dans mon DEA de biomaths, j'avais fait aussi des unités de valeur en statistique appliquées à la recherche médicale. J'ai bien appris les risques de première, deuxième espèce, etc., le H0, enfin tous les médicaments, tous les doses-effets, tous les résultats de tel traitement. Ce sont des statistiques, c'est pas de la mécanique. On peut avoir des intuitions et autres, donc c'est un petit peu difficile de parler avec certitude, alors qu'on s'appuie sur des statistiques et des risques qu'on essaie de mesurer quand même, d'évaluer, de transmettre. Bon, alors la météo, maintenant ils nous ont mis des pourcentages dans les icônes là, mais c'est bon.
Parce qu'avant, c'était soleil ou pluie. Bon, on a quand même une chance sur deux, hein, si on... Et bon, biologie, alors économie, alors sociologie, n'en parlons pas. Plus on va par les sciences moins dures, j'ose pas dire les sciences molles, mais généralement, plus la certitude est grande, évidemment, et tout ce qui touche l'humain, hein, bon, bien qu'on essaie, dans les systèmes complexes, de modéliser des comportements humains et sociologiques. Hein. Mais évidemment que c'est certainement pas des certitudes qu'on va apporter sur le sujet. Hein. Bon, donc j'arrive à ces modélisations de systèmes complexes. De quoi s'agit-il, hein? Alors, bon, le mot système, tout le monde connaît, le mot complexe, ça va. Il faut mettre les deux ensemble pour avoir l'appellation plus ou moins contrôlée système complexe. Hein, qui ne veut pas dire compliqué, parce que là, c'est le petit Robert, hein, alors qui dit il y a plusieurs éléments différents dans le système complexe. Il y a aussi les nombres complexes en maths, tout à l'heure il y en aura peut-être un peu. Mais ça va pour ceux qui ont fait des études, beaucoup peut-être connaissent ou pas les nombres complexes, on en dira deux mots, mais ça n'a rien à voir. En gros, ces nombres complexes n'ont rien à voir. Et par contre, deuxième sens, courant et abusif, difficile, compliqué. Alors a priori, c'est pas compliqué au sens où il y a des tas de choses qui sont compliquées. Un horloger, c'est très compliqué de régler son horloge, etc. Mais on n'appelle pas un système complexe. Il y a bien plusieurs composants aussi, mais bon, il y a même envoyer une fusée dans la Lune, on va pas dire un système complexe. Un système complexe, alors on essaie de dire, bon, non, c'est pas rien de très bien défini, hein. Mais c'est un point de vue intégrateur sur un système qui a effectivement plusieurs composants et très souvent, on peut résumer en disant c'est quand le tout est plus que les parties. Ça, on n'est pas les premiers à l'avoir dit, je crois que c'est Pascal l'avait déjà dit, hein. Bon, on le sent bien. Maintenant, c'est l'idée que il peut y avoir à un niveau macroscopique, parce que des choses qui sont apparemment pas tellement compréhensibles, mais qui finalement peuvent s'expliquer avec des règles simples à un niveau inférieur, à une échelle inférieure, dite microscopique par rapport à la première, puisqu'on est toujours le micro d'un macro. Enfin bon, il y a des tas d'échelles emboîtées, mais donc il y a des choses où une sorte de finalement complexité apparente, hein, résulterait des interactions entre les éléments du système. Alors, je me suis dit que j'allais vous faire une petite démo, là, si elle marche. Attendez. Qui est le modèle de Schelling. Alors, on va voir si ça... Bon, Schelling, pas bien grand ça. Bon, je peux pas faire plus grand. Je sais pas ce que vous voyez. Il y a des points. Alors, Schelling, c'est un sociologue, hein, qui a des théories de sociologie. Et là, c'est un petit modèle qui met en œuvre sa théorie. Il y a beaucoup de petits modèles joués comme ça. Et alors, c'est dans un contexte de ségrégation spatiale. Hein. On aurait pu mettre des noirs et des blancs, pas faire trop, pour pas s'attirer les ennuis. Il y a des rouges et des verts. Hein. Et les rouges et les verts, ils sont dans un territoire, c'est pas une ville. Hein. Je sais pas, vous voyez les... Non, vous voyez pas bien, hein. Je sais pas comment faire. Bon, tant pis, vous allez deviner, je raconte l'histoire. Alors, voilà. Alors, il y a non, c'est pas une question de lumière, je pense, c'est que j'ai pas su agrandir, là, j'ai pas pu zoomer comme, bon. Il y a peut-être des zooms aussi, je sais pas. Bon. Et, alors, donc il y a des personnes rouges, il y a des personnes vertes. Vous voyez mieux. Bon. Et les individus, ils ont des préférences. Ils aimeraient bien habiter dans un endroit où il y aurait des gens un peu de la même couleur qu'eux. Mais ça pourrait leur suffire que... Alors, là, c'est un réseau carré. Chacun a 4 voisins potentiels. Donc, dans ces 4 voisins, chaque individu pourrait dire, moi, j'en veux bien 2 ou 1 sur 4 ou 3 sur 4 qui sont pas comme moi, mais voilà, bon, mais j'en voudrais quelques-uns qui sont de la même couleur que moi pour me sentir moins isolé. Et on met ça à chaque individu. Donc, par exemple, là,
donc là, c'est une population aléatoirement distribuée. Ensuite, là, j'ai mis, par exemple, 1 sur 2, on va mettre, c'est 50%. Chacun, sur ses 4 voisins, il en veut bien 2 deux qui sont pas de la même couleur, mais pas plus. Sinon, il est pas content, il déménage. Et on fait tourner le truc. Donc, c'est un petit programme facile. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que finalement, à la fin, là, il y a 87, je sais pas si vous voyez, moi, en fait, ça se ségrègue quand même. C'est-à-dire qu'il y a à la fin, chacun a 88% là de voisins de la même couleur que lui, alors qu'il était d'accord pour 50%, ça pouvait lui suffire. Alors on peut lui en mettre moins, à 30%, on redémarre, bon, ça se ségrègue quand même un peu. Alors même, il en veut bien 3 sur 4, allez, ou même moins, là, 100%, alors 63%, je crois qu'on commence. 63%, là, quand même, une assez grande ségrégation, allez, 3 sur 4, et ils vont se trouver complètement, je sais pas si je redémarre. C'est des programmes bouffés, ça. Ça dure bien longtemps. Je peux, normal speed. Bon, voilà, bon, là, on est presque à Soweto. Tous les rouges sont au milieu, les verts autour, hein. Alors que, c'est vrai que là, j'ai mis un seuil de tolérance individuelle à 74%, mais enfin, c'était pas complètement, et ils se retrouvent tous entre eux, à 99,8%. Donc, il y a quelque chose qui, au niveau collectif, émerge d'une simulation où les règles, c'est un programme très facile à faire, même si c'est pas moi qui fais celui-là, hein. Ben, on constate, c'est-à-dire que moi, je veux bien, mais mon voisin pareil, mais je regarde mon voisin, qui regarde son voisin, qui regarde son voisin, on fait tourner la règle simple, et au niveau collectif, il se passe quelque chose de supplémentaire, qu'on dit émergent, hein, et qui fait que la ségrégation qu'on observe est plus que ce que voulaient les individus. Bon. Alors, je reviens à mon diaporama, si tout va bien. Sauf que voilà, c'est ce que il faut que je revienne en arrière. Voilà. Donc, Schelling. Alors ça, c'est un outil, quelqu'un me demandait sur les outils, là, ce que c'était, PowerPoint, et ça, c'est les outils de simulation. Il y a un NetLogo, qui est un truc développé par des chercheurs américains depuis longtemps, où il y a plein d'exemples comme ça de libre accès. Il y en a peut-être, je sais pas, dans la bibliothèque, 500 exemples dans des différents sur des tas de disciplines où on explore des toutes petites questions comme ça. Mais celui-ci, je trouve qu'on comprend bien ce qui se passe. Voilà. Alors, donc je disais qu'un système complexe, c'est une sorte de point de vue sur son système où on va focaliser plutôt sur les interactions que sur les individus. Mais dans d'autres domaines, j'ai vu des gens qui parlaient ça en psychanalyse ou psychologie familiale. Hein. Effectivement, il y a une option qui dit on regarde chaque individu, hein, son papa, sa maman, ses problèmes, etc. Mais au sein d'une famille, il y a des interactions, au sein d'un groupe, il y a des choses qui dépassent l'individu, qui fait que on est comme ça parce que l'autre est comme ça, mais que l'autre est comme ça, et que il y en a qui vont dire que des fois le plus malade n'est pas celui qui en a l'air, etc. Enfin, parce que tout s'entremêle. Enfin, c'est cette histoire d'interaction qui définit les systèmes complexes dans tous les domaines. Hein. On a eu on vraiment y téléphoner parce que un des derniers prix Nobel de physique, co-prix Nobel, à Parisi, je sais pas, il s'est affiché système complexe. Alors, moi, je connaissais pas, je suis allé voir parce qu'il y a tellement de gens qui s'affichent système complexe, et lui, c'est sur l'aimantation. Il y a des modèles en physique, hein, où il y a des processus d'aimantation, donc il y a des spins en haut, en bas, hein, un petit peu comme les rouges et verts, là. Et puis, il y a des interactions qui font que tout d'un coup, le matériau s'aimante ou pas, et qu'on comprend mieux l'aimantation globale à partir des hypothèses ou observations, hein, qu'on peut avoir à un niveau microscopique. Bon. Alors, sinon, il y a ensuite un domaine très très large que je vais passer en courant là. Hein. C'est un petit peu, beaucoup de gens, tous les phénomènes collectifs, hein,
des motifs spatiaux, on va en parler avec les fractales. Hein. Donc j'ai mis 3 feuilles d'exemple que j'avais déjà. Donc il y a beaucoup de gens, par exemple, qui travaillent sur là on voit des bancs de poissons dans le E, des troupeaux, des vols d'oiseaux, des foules, hein, parce que effectivement il y a des comportements de troupeaux, hein, qu'on tente d'expliquer à partir évidemment des individus, mais surtout des interactions, hein, répulsion, imitation et tout qu'il y a entre ces individus et des objectifs individuels et parfois des boucles de rétroaction, puisque ce qui se passe au collectif, effectivement, joue sur l'individuel aussi. À droite, là-bas, donc j'ai ma souris là, c'était des travaux où tout d'un coup il y avait des résultats, parce que des fois il n'y a pas de résultats, mais on cherche. Et là, c'était plus ou moins des catastrophes qu'il y avait à la Mecque, là-bas, avec des foules pas possibles, où des gens étaient écrasés et tout, bon. Et donc, il y en a quelques-uns qui ont analysé, pas mal, qui ont analysé des mouvements de foule, donc c'est des individus humains, hein. Et là, je crois que c'est la sortie c'est des sorties d'évacuation, donc c'est des simulations, mais il y a aussi des physiciens qui essaient de calculer en physique statistique, justement. Et donc, en même temps, vous avez le rond noir, là, c'est un poteau, finalement, qu'on a mis devant la porte. Alors, moi, je sais pas où est la souris. Elle est là, voilà. Il y a une porte, là. Donc, tout le monde veut partir par la porte de sortie. Et puis, finalement, de mettre ce poteau noir devant. Bon. Alors, par simulation, on le constate, mais on peut faire des trucs compliqués de physique aussi. Mais je sais pas, pour échapper au poteau et tout. Enfin, finalement, ça évite la ruée par la sortie et ça évite beaucoup d'écrasements. Bon. Donc, ça s'appelle les phénomènes de foule. Hein. Et les phénomènes de foule, en dessous c'est dans le métro, peuvent être liés, donc une fois de plus, soit alors mathématiquement, soit avec des modèles physiques, soit souvent, le plus souvent avec des simulations pour essayer de tester ces raisonnements. Et là, le raisonnement, c'était de mettre un poteau devant la sortie. Hein. Et justement, alors quand c'est interdisciplinaire, il y a très souvent, enfin dans le deuxième complexe, c'est très souvent des sujets de biologie, de sociologie, de sciences environnementales ou autres, où travaillent en même temps, d'un côté des matheux physiciens et informaticiens, et de l'autre côté des gens spécialistes du domaine et qui essaient de travailler ensemble avec des méthodes différentes. Donc, dans les dynamiques sur les réseaux, alors là, c'était les vieux transparents au moment de l'épidémie H1N1 où on regarde les effets des communications, hein, des vols. Hein. Maintenant, c'était dans la blogosphère, c'est-à-dire c'est encore des mêmes réseaux de diffusion, mais on ne diffuse pas des épidémies, on diffuse les idées ou les fake news ou ce qu'on veut. Hein. Et là, par exemple, on observe dans ces réseaux des conversations de téléphone pour savoir si c'est plutôt la région parisienne, donc si ça communique plutôt à l'intérieur de Paris ou si l'Est communique avec l'Ouest. C'est des méthodes d'observation, on va dire, de ces systèmes complexes. Hein. Et là, c'est beaucoup de réseaux. Ensuite, il y a toute une autre, je vais faire une vague classification, tout ce qui se passe sur les transitions critiques. Alors que ce soit dans des tremblements de terre ou autres, des ruptures de matériaux, c'est-à-dire des choses physiques, mais aussi dans des cracks boursiers, là, où effectivement il y a des transitions en tout ou rien, hein, d'un état à un autre, hein, comme ou pour les avalanches. Enfin, on essaie d'avoir des outils qui peuvent expliquer comment des transitions absolument critiques apparaissent au niveau macroscopique, alors que souvent il n'y a pas beaucoup de changements au niveau donc microscopique si c'est physique, individuel si c'est sociologique. Bon, j'ai laissé tomber la théorie de la percolation que j'aime beaucoup parce que j'avais peur d'être trop longue. Je suis à une demi-heure. Et je mettrai dans une sorte de 4e catégorie, enfin c'est vraiment très arbitraire, tout ce qui est sur les formes. Alors là, on a de l'embryogénèse, c'est des simulations il y a à la fois avec des analyses d'images au microscope et des simulations pour essayer de comprendre le développement des formes d'un embryon. Et puis à gauche, puisque je vais parler des fractales, qu'on peut ranger dans les systèmes complexes, enfin on peut si on veut, hein. Parce que c'est pas des interactions, c'est des itérations, mais il y a des choses curieuses qui se passent aussi. Hein.
Et enfin, tout le monde n'a pas la même. Tout le monde a plus ou moins un système global dont le comportement émerge à partir des composants du système. Mais quand on rentre dans le détail, ça peut tellement s'appliquer à tellement de choses, hein, que finalement, même dans le même réseau, là c'est un texte qu'on a écrit au réseau national, où on a essayé de faire 3 visions des systèmes complexes parce que de temps en temps on avait l'impression que ça avait rien à voir. Donc la vision 1, je saute la première phrase sur le démon de Laplace qui va revenir après. C'est plutôt des modèles, donc on a dit maths, info, physique, théorique, un peu comme Schelling de ce goût-là, hein, avec des émergences. Mais il y en a qui se considèrent complètement système complexe parce que ils traitent beaucoup de données complexes. Tout à l'heure c'était au microscope parce qu'on a des gros microscopes 3D pour suivre toutes les cellules d'embryogenèse. Bon, c'est complexe aussi si on veut. Il y a beaucoup d'interactions quand même, mais c'est de l'observation. Hein. Mais toute l'intelligence artificielle actuelle avec le deep learning ou réseau, moi aussi je fais d'anglicisme, les réseaux d'apprentissage et autres, etc. Dans notre unité, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec ça. Ils considèrent qu'ils sont tout à fait systèmes complexes parce qu'ils ont beaucoup de données à traiter. Hein. Et puis, il y a aussi des interactions dans un contexte multidisciplinaire. C'est-à-dire c'est un même écosystème, mais où il y a effectivement tous les intervenants. Hein, et où on parle là, il y a des méthodes de jeu de rôle, si c'est pas informatique, mais la même chose en informatique, ou des méthodes pour essayer de voir comment interagissent tous les composants, parce que c'est pas forcément que des humains, hein, c'est à plusieurs échelles, toutes les sociétés et tous les points de vue dans un même écosystème, et on peut appeler ça tout à fait système complexe aussi, bien sûr. Mais dans tous les cas, que ce soit la vision 1, 2 ou 3 sur lequel on ne sait pas dans quelle catégorie on se range, et on ne sait pas si finalement toute la science ne serait pas que système complexe. Le CNRS nous accusait parce que c'était entre instituts que finalement avec le RNSC à l'époque, c'était l'anagramme de CNRS, et que donc pourquoi pas toute la science système complexe. Hein. Mais quand même, il y a quelque chose qui est à peu près commun à toutes les visions, et peut-être commun à toute la science. C'est que en 1814, quand Laplace écrivait ce que je vais vous lire, hein, il imaginait une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent. Donc, il connaîtrait. Bon, ils sont d'accord qu'il y a beaucoup de choses dans son système, hein, mais si on connaissait tout, eh bien, il embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. Donc, c'est au XIXe siècle, après tous les progrès après tout ce que Newton et tous les autres, où on se sentait sur un petit nuage, en se disant que la route allait être longue, mais que finalement, un jour, hein, et justement, là, on a tellement de données, d'images, etc., un jour, on va finir par tout connaître. Hein. On est surveiller dans nos conversations, dans nos positions et tout. Et si on enregistre tout ça bien et qu'on réfléchit bien et qu'on traite toutes ces données et qu'on comprenne, au bout d'un moment, on va quand même comprendre pourquoi on est là et ce qui va nous arriver. Et c'était pas une plaisanterie. C'est-à-dire que on était d'accord que c'était difficile, mais on croyait que c'était possible. Que il nous faudrait plus de données, plus de calculs, mais qu'on y arriverait. Et il se trouve, et c'est un petit peu les exemples que je vais donner avec plus ou moins de détails suivant le temps que j'ai, mais bon, il y a beaucoup d'exemples où on n'est plus du tout certain de ça. Bon, alors, je répétais le mot que Muriel a donné, l'intersciplinarité. Là, c'était épistémologie et pratique de la modélisation. Il y a plusieurs tomes, donc de Frank Varenne, dont je citais tout à l'heure, qui a interrogé plein de gens. Et donc moi, j'avais fait un chapitre, parce que moi, mon domaine, c'était plutôt les systèmes complexes eau et sol. Milieu poreux et fluide, grosso modo, où il y a plein d'échelles, hein, et où il y a des réseaux, où se passent des choses curieuses. Tout le monde a remarqué déjà, quand moi j'ai une fuite chez moi, je sais pas où sont les chemins d'eau, et j'ai beau avoir toutes les images possibles, même dans ma tête, ou des fois on a les vraies images, hein, puisque à un moment je devais travailler pour le pétrole, on a plein d'images, mais franchement on sait pas trop où ça va passer, parce que tout ça, il y a des réseaux multi-échelles et des circuits qui fait que c'est très 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 difficile
hein, de comprendre et de prévoir. Bon, alors je reviens à mon plan. Donc là, géométrie fractale, théorie du chaos. On est parti pour des petits exemples donc de cours. Hein, géométrie fractale. Alors je cite Benoît Mandelbrot. Donc ces bouquins c'est dans les années donc 80. Alors c'est lui qui a inventé le mot fractal que vous pouvez trouver maintenant dans le dictionnaire, et lui aussi, et au côté non propre il y est. Et de temps en temps il y a des exercices dans les cours de maths, même du primaire des fois, parce que c'est pas si bon. Alors effectivement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a inventé le mot et qu'il a réuni sous ce mot des tas d'objets mathématiques découverts depuis longtemps par d'autres, mais qu'on mettait un peu de côté, et dont il a pensé qu'il y avait quand même une similarité entre eux, qui méritait un nom commun, et qu'ils pouvaient aider à modéliser, c'est un mot que j'emploie souvent, modéliser la nature, c'est-à-dire à comprendre des choses avec des schémas simplifiés de représentation de la nature. Alors, et pour me vanter, quand j'étais jeune, il était dans mon jury de thèse, et j'en étais très fière. Bon, maintenant, il n'a pas fait tout ça tout seul. Par exemple, ce qu'il a fait dans cet ensemble de Mandelbrot, qui porte son nom, il a fait du dessin, en fait. Il était, après avoir fait le Polytechnique en France, c'est un juif polonais qui est passé par la Corrèze pendant l'occupation, ensuite qui a été brillamment reçu à Polytechnique, mais qui a fait sa carrière chez IBM aux USA, et qui avait beaucoup de moyens de calcul à sa disposition. À l'époque, maintenant, on les a les mêmes, tout le monde, hein, mais bon. Et qui a dessiné cet ensemble-là que vous voyez en noir, cette patate noire, mais qui était bien connu, hein, comme objet bizarre par son Gaston Julia, qui devait être son prof à Polytechnique, Fatou et d'autres, mais qui avait étudié ce qu'il pouvait mathématiquement, parce qu'il fallait des moyens informatiques pour essayer de voir plus près qu'est-ce que c'est que cet ensemble. Alors, là arrive, alors je ne sais pas l'état de vos connaissances, mais vous allez quand même comprendre quelque chose, c'est-à-dire qu'on va itérer une fonction qui a que je considère quand même très simple, et même si on ne suit pas les détails, quand même. C'est-à-dire un nombre complexe, donc qui n'a rien à voir avec les systèmes complexes, enfin, ou en tout cas, ça a peut-être à voir. Quand on emploie le même mot, il y a peut-être toujours quelque chose. Mais en tout cas, moi, j'ai pas d'idée du lien. Hein. Un nombre complexe, alors bon, j'ai mis le sous-ensemble du plomb formé par les valeurs de C pour lesquelles l'orbite de 0 reste bornée. Bon, vous allez dire, c'est trop dur. Alors, on passe comme ça. Mais en fait, un nombre complexe, avec une partie réelle x, je sais pas si ma souris est là, x, puis une partie imaginaire y, bon, pour même ceux qui n'ont pas l'habitude du calcul qu'on aborde assez facilement en terminale, ça correspond à un point du plan. Et un plan avec une abscisse, une ordonnée, ça va mieux. Donc x, partie réelle en abscisse, y, partie imaginaire en ordonnée, ça vous donne un point. Donc, qu'on parle d'un point qui a des coordonnées x, y, ou d'un nombre complexe, c'est strictement pareil. Donc, on peut ne pas savoir ce que c'est qu'un nombre complexe, mais on comprend ce que c'est qu'un point en 2 dimensions, qui a une abscisse, une ordonnée, ça, on arrive à suivre. Le seul avantage, enfin, un des avantages des nombres complexes, c'est qu'on peut faire en calculatoire ce qu'on faisait autrefois en géométrie. En géométrie, on est droite parallèle, perpendiculaire, triangle équilatéral, enfin on fait de la géométrie. Hein. On est devenus tous assez mauvais parce que justement on fait beaucoup de calculs à la place. Hein. Et on peut calculer, on peut définir un cercle à partir de nombres complexes, des ellipses, etc. Et on fait du calcul algébrique, hein, comme 2 plus 2 égale 4, en faisant x plus y, 3 plus 2i, et alors, la fonction, elle est écrite plus simplement comme ça, qui m'intéresse ici, c'est à un nombre complexe z, on associe son carré, c'est-à-dire qu'on le multiplie par lui-même, plus c. Donc, alors c,
ça peut être ce qu'on veut. Si c'est 0, là j'ai mis un C égale 0, vous voyez, ben 0, c'est 0, 0 comme point, c'est mon origine là. Si C égale 1, c'est partie réelle 1, imaginaire 0, ben c'est X égale 1, Y égale 0, je sais pas si vous voyez ma souris, mais c'est là. Vous voyez pas ma souris, hein? Aussi, bon. Donc voilà, C égale 1. C égale moins 2 plus I, c'est moins 2 en X, plus 1 I, donc il serait là-bas le point. Donc chaque fois qu'on donne un nombre complexe, on a un point. Donc on le choisit, on prend un C, il y en a beaucoup évidemment, mais on prend un C, et on se demande s'il est ou pas dans l'ensemble de Mandelbrot. Bon. Donc on prend C égale 0, et le truc compliqué que j'ai dit avant, on regarde son orbite de 0, c'est-à-dire qu'on part de 0, on applique la fonction, on l'applique, et on regarde si ça va vers l'infini ou si c'est borné. Donc on prend 0. Ça, même si on connaît pas les nombres complexes, on se dit, je prends 0. 0 au carré, 0, 0 au carré, 0, 0, 0, 0. Bon, ben c'est borné. Donc ce 0, hein, ça fait, même on n'a pas fait de démonstration, mais on est d'accord que 0 au carré, pendant un bout de temps, ça va ne faire que du 0, et que donc ce 0, il est bien dans l'ensemble noir. Bon, je prends le C égale 1. Le C égale 1, ça fait Z au carré plus 1, et je pars toujours de 0. On a choisi une origine, hein. C'est bon. Alors, 0 au carré, même que nombre complexe, c'est le cas particulier, c'est nombre réel. Donc 0 au carré, ça fait toujours 0. Hein. Plus 1, ben, ça fait 1. Et je recommence, j'applique la même fonction, j'itère la fonction. J'applique la fonction à 1 maintenant. Et je dis 1 au carré, 1, plus 1, 2. Et qu'est-ce que j'ai fait là? C'est faux. Ben voilà, c'est faux, merci. Oui, ben oui, j'étais en train de représenter. Bon, évidemment, c'est pas ça. Bon, alors 1 au carré plus 1, jusque-là, c'est 2. Hein, mais 2 au carré plus 1, le suivant, c'est 5. Et 5 au carré plus 1, 26. Donc c'est complètement faux ce qui est écrit. Hein, donc je sais pas qui m'a demandé transparent, il faut que je corrige. Mais dans tous les cas, c'est encore pire. On voit bien que ça va pas s'arrêter de sitôt, c'est pas borné. Donc, ce point 1, qui est ici, ben, il n'est pas dans l'ensemble de Mandelbrot. Bon. Alors, maintenant, si on teste pour des nombres, bon, il y en a une infinité de nombres, hein. Mais alors, bon, il y a des petits trucs comme ça, par exemple, pour moins I. I, c'est un nombre dont le carré, c'est I. C égale I. I, son carré vaut moins 1. C'est un gros truc des nombres complexes. Hein. Un carré négatif. Le fameux I de base, son carré vaut moins 1. Alors, bon, là, le programme le fait pour nous. Visiblement, rouge, vous voyez, le rouge, il saute. Toc. Bon, et bien, donc on recalcule. 0, I, moins I plus 1, moins I, voilà. Bon, c'est borné ou pas? Eh ben, apparemment, on tourne en rond. Une fois de plus, il faudrait quand même démontrer, hein, si on est mathématicien. Hein. Mais, on est à peu près convaincu qu'on reste fini. Donc, si on revient, alors après, on peut faire un autre. Lequel? Je n'ai pas beaucoup. Moins 2. Moins 2. Alors, on part de 0. Moins 2. 2. 2. 2. Ah, ben là, alors, c'est point fixe. Donc, le 2, c'est complètement borné aussi. Donc, le C égale 2, il est dans l'ensemble de Mandelbrot. Alors, on n'a pas tellement, je vais arrêter là, parce qu'on n'a pas tellement envie, évidemment. Donc, shading, on a fini. Mon PowerPoint, il est par là. Alors là, ce que je ne sais pas savoir, c'est relancer le diaporama sans partir. Au début, on est reparti. Et voilà. Bon, ben voilà, toc toc, on sait où on en est. Alors, ça c'est parce que j'ai pas réussi à l'intégrer directement dedans. Bon, alors, il n'y a plus rien. Ça c'est autre chose. C'est bloqué. Bon, alors, pendant que je vais tout redémarrer, on était en train de prendre des tas de C. Il n'y a plus rien. Je peux même pas redémarrer.
Là, là c'est la cata. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a quelque chose qui est affiché là-bas en plus. Voulez-vous? Je ne vois rien. Parce que là, il me faut mes lunettes pour voir de loin. Ben oui, allez, éteignez, on redémarre. Il est bloqué. Je peux le fermer, voilà, comme ça. Non, mais oui, mais on affiche celui d'avant. Là, il est planté bien. Bon, alors, en attendant qu'il veuille bien redémarrer, donc on prend des C comme ça, et chaque fois, on va regarder si on est dans l'ensemble noir ou pas. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, à la main, on est un peu fatigué. Parce que, d'abord, c'est long même d'itérer. Alors, il n'a plus être quitté de répondre plus. Continuer, donc je pense que si je fais ça, il continue. Oui, forcer à quitter. Donc Mandelbrot, là-bas chez IBM, eh ben, il a écrit un petit programme pour le faire. Mais on se devine que c'est quand même pas si compliqué que ça. Hein. On écrit, donc évidemment, il y a une infinité de points. Hein. Plus on en a, plus ça va se dessiner. Et on calcule z au carré, on prend un C, on calcule z au carré plus C, et la valeur. Et on décide s'il est dans l'ensemble de Mandelbrot ou pas. Bon. Et donc, à la fin, on a la patate noire que vous aviez vue. Mais ça commence à m'énerver. Bon, je redémarre peut-être. Bon, et à la fin, donc, tous ceux qui sont bornés, hein, on va les mettre en noir et les autres en blanc. Jusque-là, on se dit, bon, ils nous embêtent un peu avec cet ensemble de Mandelbrot, il a pas l'air, bon. Mais une fois, je sais pas qui, quelqu'un présentait un musée d'art, et sur la porte, il y avait j'ai reconnu Mandelbrot, ils avaient dessiné ce truc noir. J'ai dit, ah bon, ça les intéresse? Alors, eh bien, j'ose même pas je reviendrai au PowerPoint après, parce que je vais vous faire la démo. Donc, ça, c'est l'ensemble noir que vous avez vu. Mais ensuite, on peut s'amuser à mettre des couleurs. C'est-à-dire que ça diverge, c'est-à-dire que ça va vers plus ou moins vite. C'est-à-dire que quand c'est le point fixe, ça c'est pas bon. C'est vraiment, mais ça peut mettre plus ou moins de temps. Donc on compte un certain nombre d'itérations qu'il faut pour qu'on dépasse un cercle autour du noir, là par exemple. Hein. Et on décide des couleurs. Et s'il faut longtemps, on va mettre telle couleur, moins longtemps, on met telle couleur. Et là, tous les artistes peuvent choisir leur couleur. Vous pouvez taper sur YouTube ou tout ce que vous voulez ensemble de Mandelbrot, et vous trouverez qui c'est qui a le meilleur rendu. Hein. Mais je vais vous montrer un que j'aime bien, mais il y en a plein. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on rajoute des couleurs, donc c'est le même ensemble, c'est la même définition. Il n'y a que cette fonction Z2 plus C, et puis on est dedans ou pas. Mais on rajoute des couleurs pour savoir si on va vers l'infini plus ou moins vite, en gros. Hein. Et bien voilà, et ça va faire la petite pause, parce qu'on va peut-être pas le faire pendant 11 minutes, mais quand même, d'un coup, vous voyez, il est là. Mais là, on a un bon outil de calcul, et on zoome, parce qu'évidemment, entre deux points, il y a toujours un point. Hein. Donc, on regarde plus profondément. Et puis, on envoie, et c'est le principe des fractales, que ça se reproduit. C'est-à-dire qu'on en voit d'autres plus petits qui apparaissent. C'est-à-dire qu'on a des décimales, et puis, on a les bords. Ça, c'est les vitesses qui fait qu'on est dans l'ensemble ou pas. Et regardez ça. Alors, il y en a certains qui mettent de la musique. Là, il n'y a pas de musique. Hein. Et on ne fait que dessiner ces fameux points C, qui sont donc ou bien dans l'ensemble de Mandelbrot ou en dehors, et qui vont plus ou moins vite diverger après beaucoup d'itérations. Et voilà les dessins qu'on a. Donc on va peut-être pas faire les 11 minutes, mais c'est quand même assez impressionnant qu'une fonction absolument aussi élémentaire, un programme que pourrait faire n'importe quel débutant en informatique, enfin, il faut quand même visualiser, dessiner la couleur, calculer, dire ah bon si, voilà. Et voilà ce qu'on voit. Donc jolie récréation, voilà ce qu'on voit. C'est bon. Alors c'est peut-être une simple curiosité mathématique, mais ça donne un peu, quelqu'un me disait, ça donne un peu le vertige, mais oui, on descend vers l'infiniment petit d'un objet mathématique. Et on regarde.
Bon. Et donc, il y en a qui mettent des musiques pompeuses, parce tout ça, c'est des points, parce qu'effectivement, entre 0 et 1, il y a 0,25 et 0,5, mais entre 0 et 0,1, il y a 0,00, et puis là, plus les moyens de calcul, bon, là, c'est 11 dimensions, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin bon, et puis on comprend que plus on a de taille mémoire sur son ordinateur, plus on peut en faire de points. De toute façon, l'informatique, ça restera toujours discret, hein, ça c'est la simulation, hein. Donc, on n'aura jamais une infinité de points, même avec l'ordinateur le plus puissant. Mais on en a pas mal, là, et on est surpris. On est surpris. Bon, donc en fait, c'est une petite pause de récréation d'un lundi soir. Et puis quand on en aura assez, on arrêtera. Et c'est rien d'autre. Bon. Hein? Ça s'arrête d'une part si je fais escape, et ça s'arrête, mais surtout quand en gros, on explore tous les points, comme on a fait tout à l'heure, tous les points. Et bien, on s'arrête quand on n'a plus de place pour en calculer un nouveau et stocker la couleur. C'est-à-dire que en théorie, on ne s'arrêterait jamais, puisque c'est absolument infini et qu'il y a autant de points entre 0 et 1 qu'il y en a entre moins l'infini et plus l'infini. Donc, a priori, on s'arrête jamais. Sauf qu'au bout d'un moment, l'ordinateur, il est plein. C'est tout. Donc là, après, il peut y en avoir un qui a fait encore plus loin, parce qu'il avait plus de place sur sa machine. Et donc, c'est ça qu'a fait Mandelbrot. On lui a donné le nom, c'était joli, hein. Mais il a fait, en plus, il y a 30 ans, il faisait pas autant, hein. Donc, ça peut être un exercice aussi pour quelqu'un qui veut apprendre à faire un petit programme informatique et à dessiner sur un écran. Et c'est à la portée de plein de gens, enfin de ceux qui en ont envie, mais c'est pas, il y a aucun mystère, mais ça reste mystérieux quand même. C'est ça qui est fou. Voilà. Alors j'arrête, hein. J'arrête parce que sinon j'aurais le temps de raconter rien d'autre. Vous voyez là, je suis pas du tout au bout, hein. 3 minutes 57. Ah mais il y avait peut-être il y a peut-être du son quand même. Ah oui. Mais voilà, mais le problème c'est que mon haut-parleur marche pas du tout. Il est grillé à l'intérieur, donc c'est affreux, j'arrête le son. Mais il y a effectivement une musique qu'on pourrait mettre avec des haut-parleurs pour nous faire défiler ça. Bon, alors, je m'arrête. Je m'arrête parce que voilà. Hein? Ça pourrait durer, et si on a un ordinateur important, ça pourrait durer jusqu'à minuit. Et on voit toujours des détails. De temps en temps, curieusement, on revoit le même petit ensemble, tiens, on le reconnaît. Et donc, il est vraiment beaucoup, beaucoup plus petit, il est là. C'est fou. C'est tout. Bon, c'est fou. Alors, on reprend. Alors voilà, d'autres couleurs. Bon, on passe un soit quand on dépasse la distance à racine de 5 pour choisir sur mes rouges ou jaunes. Hein. Bon, d'autres images fractales. Alors là, on peut faire du papier peint partout et s'amuser. Alors il y en a qui adorent ça, hein, et qui adorent les fractales pour ces images. Hein. On a toutes les surprises qu'on veut et voilà. Alors, je vais dire rapidement que il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces images. Il y a donc des tas d'autres objets mathématiques qui sont regroupés par Mandelbrot sous le terme fractal. Là, vous voyez une courbe en blanc, là sur fond bleu. Il a beaucoup travaillé en économie, donc ça peut être des cours en bourse, ce que vous voulez, c'est des courbes. Hein. Et c'est toujours des objets bizarres, c'est-à-dire que par exemple cette fonction blanche, pour ceux qui, elle est continue, c'est-à-dire que on lève pas le crayon pour la dessiner, mais elle est dérivable en nulle part. Alors ça, les matheux, ils avaient jamais vu, parce qu'on sait que quand il y a des discontinuités, c'est difficile, mais là, elle est continue partout et dérivable en nulle part. Donc des monstres, disait Poincaré. Hein. D'autres objets étranges, voilà des courbes qui remplissent tout l'espace. C'est-à-dire que on fait un processus là de style labyrinthe, et si on continue, et bien finalement on dessine tous les points sont dans la courbe. Donc c'est qu'une courbe dimension 1, mais dans un plan dimension 2. Là des objets, la courbe de Foncor, on va y revenir, hein, parce que celui-là je m'étais bon. Cette poussière de, alors vous voyez à chaque fois je dis qui c'est qui l'a fait. Là c'est un Suédois, Foncor. Cantor c'est un Allemand. Hein. C'est à d'autres époques. Donc c'est des mathématiciens qui ont trouvé tous ces objets étranges. Celui-ci, ce polonais, Sierpiński, je m'en suis servi beaucoup pour mes modèles de poreux. Hein.
une sorte de même version, enfin vue de loin, en 3 dimensions, c'est Menger, l'Autrichien, qui étudiait celui-là. Hein. Alors, je voudrais quand même arriver à dire ça. Je sais pas, bon, un objet fractal, il y a un problème quand même de mesure. Quand on mesure un cercle, comme vous voyez là-haut, si je vous demande sa circonférence, tout le monde va répondre 2 pi r sans trop de problème. Hein. Et comment on fait pour le voir? Et bien on fait des approximations avec des petits segments, et puis de plus en plus on s'approche du cercle, et puis d'un moment on voit bien que ça tend vers 2 pi r. Puis on peut avoir d'autres manières de le dire, mais que quand même, bon, on peut mesurer sa circonférence, hein, à la fois avec une ficelle ou avec la formule. Alors si on prend l'objet de Fonnecorp par exemple, mais les autres ils ont tous des propriétés aussi bizarres, je peux le faire sous forme d'une île, vous voyez, ou sous forme d'une courbe en bas, je sais pas ce que vous voyez, oui. Alors bon, c'est quand même assez simple à définir. Donc c'est un triangle équilatéral, et puis je fais une sorte d'étoile. Bon, en gros, si je prends le segment qui est en bas, je le coupe en 3 morceaux. Oh non, non. Je le coupe en 3 morceaux, hein, et au morceau du milieu, je fais ce petit crochet. Il y en a qui se lèvent là-bas, ouais, bon, c'est en bas. Hein. Et puis, je continue. C'est tous des objets un peu qui se répètent de la même façon jusqu'à l'infini, justement. C'est pour ça qu'ils ont des propriétés bizarres. Mais bon, donc j'ai un segment, pour ceux qui ne voient pas comme ça, je le coupe en 3, et là, je mets un triangle. Après, je prends chaque petit bout de segment, je fais pareil. Ça fait de plus en plus découpé. Bon. Et exercice, qu'on peut faire, mais avec crayon papier, hein, calculer son périmètre. Alors, on se dit, le début, on l'a coupé en 3. Alors, on va dire que le segment, il fait 1. J'ai mis L égale 1. 1 cm, 1 km, ce que vous voulez, 1. On l'a coupé en 3. Chaque morceau fait 1 tiers. Comme on a fait un petit triangle comme ça, si on calcule la longueur, 1 tiers, plus 1 tiers, plus 1 tiers, plus 1 tiers, 4 tiers. Bon. Et après, on fait un petit tableau, hein, et on vous demande, exercice, quel est le périmètre de ce truc-là. Alors, bon, je le fais pour le segment, là. Et puis pour l'île, on multiplierait par 3, puisque après c'est tout. Hein. C'est le même principe. Alors on fait pour le segment. Donc, première itération, si on a décidé que c'était 1, la longueur totale, c'est 1. On le tient bien. Deuxième itération, hein, c'est 4 fois 1 tiers, donc 4 tiers. Itération 2, on a fait des petits segments d'1 neuvième, hein, longueur 16 neuvième. Et donc la question, c'est combien vaut, puisqu'on va à l'infini, alors on imagine quand même l'infini, on se dit, bah, on va continuer, c'est de plus en plus petit, hein, mais quelle est donc cette circonférence? Alors, bon, à l'itération i, 4 tiers à la puissance i. 16 neuvième, c'est 4 tiers par 4 tiers. Bon. Et si c'est l'île, c'est fois 3, en plus. Donc, à votre avis, alors les batteux de service, là, qu'est-ce qu'ils répondent comme, s'il y en a quelques-uns, comme périmètre? L'infini, voilà. L'infini, parce que, bon, si on multiplie un nombre par lui-même, s'il est plus grand que 1, ça tend vers l'infini. Et s'il est plus petit que 1, ça tend vers 0. 0,5 par 0,5 par 0,5, on arrive à 0. Et 1,5 par 1,5 par 1,5, on arrive à l'infini. Donc, la longueur, bon, c'est l'infini. Puisque c'est un objet jusqu'à l'infini, que sa circonférence serait l'infini, enfin, son périmètre, ça nous choque pas énormément. Hein, on se dit, bon, ben ouais. Donc c'est tout, voilà, 1 tiers à la puissance i, ça tend vers 0, et bon, tout tend vers l'infini. Très bien. C'est quand même un petit problème de mesure. C'est que si j'ai un petit jeton comme ça, comme un île dans ma main, là, je dis 1 centimètre comme ça, là, il est là. On me demande ça en périmètre. Bon. Et puis j'ai une vraie île qui serait découpée comme ça, hein, et qui avec 100 km. Et puis ma réponse, ben, le périmètre, c'est l'infini pour le petit, puis c'est l'infini pour le grand. Or quand même, moi, je me dis quand même, l'île, elle est plus grande, puisque c'est quand même 100 km. Alors ça m'embête pour ma mesure, parce que ma réponse c'est la même, hein, c'est l'infini. Alors l'infini plus grand que d'autres, mais quand même c'est, je voudrais bien savoir comment mesurer ce truc-là. Hein, donc c'est un peu court de répondre l'infini. Hein? Oui, la longueur, le périmètre est infini, mais moi je sais pas, par exemple, c'est une vraie île. Je voudrais savoir, je veux la grillager sur le tour pour que les rescapés rentrent pas dans mon île là. Donc je veux acheter du grillage pour faire le tour de mon île. Bon, alors si mon île elle rentre sur la table, bon je sais pas combien de grillage je vais prendre, mais si elle fait 100 km, combien j'en prends? Il faut que je mesure quand même. Combien je commande de grillage pour faire le tour? Je vais pas commander l'infini.
D'autant plus qu'après, les fils de mon grillage, ils vont être plus gros que mes petites aspérités, là. Alors, quand même, je voudrais qu'on me mesure ça. Alors, ils ont tous des trucs bizarres comme ça, hein. Alors, ce qui se passe, c'est que là, c'est un peu plus compliqué, hein, mais c'est quand même, non, c'est pas si compliqué que ça. Je veux dire, il suffit, en se concentrant, on peut y arriver, hein. C'est que cette longueur, hein, ce périmètre, il varie en fonction de ce que j'ai pris comme résolution, si c'est un tiers, un neuvième, etc. Et avec un exposant là-haut, hein, ça se calcule assez facilement, je vous le garantis, mais il faut, bon, les logs fatiguent un peu, mais les logs, c'est quand même, enfin, on pourrait s'y mettre, hein. Et le périmètre, il varie en loi de puissance. Il a un exposant comme ça, hein. Et on va parler de dimension fractale peut-être plus ou moins, mais grosso modo, ce log, qu'est-ce qu'il fait? Les logs d'un produit, c'est la somme des logs. Ils transforment les produits en somme. Et donc, c'est un outil de calcul assez facile. C'est pour ça qu'avant d'avoir même des ordinateurs et des règles à calcul, on avait des tables de log pour faire des calculs et faire des additions à la place des produits, parce que on s'en sortait mieux quand même que de multiplier tout ça. Bon. Mais sinon, c'est pas si compliqué que ça, hein, puisqu'on avait les tables de log. Bon. Et une fonction comme ça en loi de puissance, quand on la met en log-log, hein, ça devient une droite, ce qui permet plus facilement de calculer les pentes des droites et tout ça. Mais ce qui m'intéresse le plus, et si je suis obligé d'arrêter là, on n'arrivera même pas au chaos, mais que quand même, pour moi, il y a un concept très important, c'est que dans cette mesure, eh ben, c'est plus un nombre. Je vais pas répondre 133 km au périmètre. Hein. C'est pas un nombre, mais bon, pour ceux qui ont fait des études d'ingénieurs et même avant, ils ont l'habitude que la mesure, quand même, il y a une petite incertitude. C'est 136 km plus ou moins un millimètre, au moins un millimètre, plus ou moins. Donc c'est un intervalle de confiance, on appelle ça, et qui évidemment se multiplie dans les calculs, mais quand même. Or là, c'est pas du tout ça non plus. Non seulement c'est pas un nombre, c'est pas un nombre plus ou moins de temps comme tous ceux qui sont précautionneux dans leurs mesures, qui annoncent leur incertitude. C'est une fonction. C'est une fonction de l'échelle de résolution. C'est-à-dire que si c'est une route que je veux construire sur le bord de mon île, hein, je vais avoir une largeur de route, etc. Je vais avoir une résolution qui m'intéresse. Et là, je vais peut-être faire le tour des aspérités, et à telle résolution, je saurai combien de kilomètres de route j'ai. Mais j'annonce ma résolution. Si je fais le tour de toutes les aspérités, hein, si c'est une vraie île, le tour des cailloux et le tour tout ça, là, ça va tendre vers l'infini. On a les mêmes choses pour les poreux sur lesquels j'ai travaillé, pour les poumons, par exemple, on absorbe sur les surfaces des molécules de différentes tailles. Et si on absorbe dans un milieu poreux c'est la taille des molécules qu'on regarde, hein, qui va être déterminante. C'est ça là notre échelle de résolution. Plus les molécules c'est petite, plus on en mettra, parce que c'est infini. Les surfaces spécifiques sont infinies. Mais à l'échelle, bon, je sais pas moi, des molécules d'oxygène, O2, hein, on dira là, je peux voir tant de molécules dans mes poumons, hein, ou tant. On peut quand même compter, mais on compte à une échelle. On précise son échelle. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Hein. Ce n'est plus un nombre, c'est une fonction. Et à telle échelle, je peux quand même répondre telle mesure, mais je dis à quelle échelle de mesure. Bon. Alors, par exemple, quand on veut mesurer une vraie cote, on a dans les exposants, grosso modo, on va sauter, c'est la dimension fractale, et ce qui va être le plus important que la mesure elle-même, c'est la pente de la courbe, puisque si c'est régulier, comme ça, hein, ça va être une vraie loi de puissance avec une belle droite en log-log. Et donc, là, c'est la Grande-Bretagne, et je sais pas quelle est la dimension, je me rappelle plus, fractale de la Grande-Bretagne, mais évidemment, on peut regarder les côtes de la Bretagne française, on peut regarder les côtes de Corse, et puis on se doute que si c'est des côtes complètement rectilignes, parce qu'on est sur l'Atlantique, dimension 1. D'accord? Mais si plus ça va être avec plein d'aspérité, plus on va tendre vers 2, comme les courbes qui remplissent tout l'espace. Et donc, on se trouve avec des dimensions. Donc, on peut calculer, comme ça. On peut calculer des dimensions, là, je vais sauter pour d'autres types d'objets, hein. C'est des dimensions fractales, voilà, on peut s'apprendre à les calculer, hein. Et bon, la dimension fractale de cette courbe de Foncor, mathématique, elle, hein, c'est pas la côte de Bretagne ni celle de Corse, hein. C'est un log de 4 sur log de 3, donc c'est un peu plus grand que 1, ça vaut 1,26, un truc comme ça, enfin, évidemment avec les décimales, hein, ça tombe pas juste, hein.
Et on arrive à ces notions de dimension fractale qui vont caractériser la mesure plus que l'intervalle de confiance. Bon, alors on se sert des fractales pour modéliser des objets réels. Donc là, est-ce que c'est des naturels ou des synthétiques? Là, est-ce que c'est des vraies fougères? Celle-là, c'est une fausse avec un algorithme de fractal qui fait des petites ramifications, des ramifications. Ça, on peut donc c'était un jeu pour savoir quelles sont les vraies images et les fausses. Alors bon, on va sauter vite. En gros, c'est en bas à gauche, c'est une simulation par agrégation limitée. Hein. Là, bon, c'est des vrais. Hein. Là, on peut s'en servir dans les jeux vidéo ou les algorithmes de compression d'images et des tas de choses, des fractales partout. Là, c'est des reliefs qu'on peut générer comme ça. Hein. Et on peut calculer des dimensions fractales de vrais reliefs. Là, je sais pas s'il y a un vrai ou des. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a 3 vrais, mais il y a peut-être un faux. Je sais plus. Là, c'est un faux parce que je le connais bien, celui-là. C'est le DLA. Mais il ressemble un peu à ce vrai, qui est, à mon avis, là, c'est une électrode avec des produits chimiques. Hein. Là, c'est des poumons faux, mais les poumons vrais, il y a des gens qui travaillent très sérieusement sur poumons et fractales. Hein. Là, c'est des réseaux hydrographiques, c'est parce qu'il y a de la neige. Là, c'est un bord de lac. Bon, là, c'est des trucs. Là, celle-là, je le connais, c'est visiblement plutôt des récifs coralliens, mais ça a l'air d'être vrai parce qu'on dirait bien que c'est un vrai bateau là-bas. C'est pas une image comme tout à l'heure. Là, c'est dans les pierres, les dendrites et tout ça. Ça, c'était ma thèse quand je simulais des fractales. La vraie photo là-bas, c'est des croûtes de sol, d'argile. Quand ça se dessèche, ça se fissure, mais même comme les pots en argile aussi et tout. Et en bas, c'est des simulations. Hein. Et en tout cas, je voulais terminer sur les fractales pour ce qui me paraît quelque chose d'assez important, c'est ce concept de mesure qui est quand même si sert à rien, parce qu'on ne sait pas à quoi servent les fractales vraiment, hein, mais quand même, il change notre vision de la mesure sur ce point-là. Bon. Et par exemple, le Laurent Notal que je cite en petite note là, qui est un physicien, alors qui est critiqué par certains, qui est adoré par d'autres, mais alors lui il est devenu complètement fou quand même, il est peut-être mort maintenant, je sais plus. Mais alors Laurent, lui, il avait décidé qu'il fallait réécrire toutes les équations de la physique, parce que l'équation de physique, on sait qu'il y a x, y, z, c'est l'espace, t, 4e dimension, le temps. Et lui, il a dit, maintenant, moi je réécris tout, parce qu'il y a une 5e dimension pour tous les paramètres, c'est l'échelle. Et donc, il fait de la relativité dans tous ces états avec tous les calculs qui recommencent. Il n'y a pas un paramètre qui n'est pas 5, qui soit fonction de x, y, z, du temps, parce que ça change les paramètres avec le temps, et de l'échelle. Et la porosité des sols sur lesquels j'ai travaillé, tout le monde sait que ça dépend de la taille de l'échantillon qu'on prend, et que quand on répond, c'est poreux à 30%, on le sent bien. On se dit, il y a 30% de trous dedans. Sauf que si on prend des échantillons à différentes tailles, c'est pas du tout pareil. Bon. Alors, le chaos. Alors, pour ceux qui veulent se renseigner après mon exposé qui va donc bientôt devoir se terminer, par exemple, il y a ce Gleick, là, qui est un journaliste, il a écrit une tonne de bouquins dessus, tout à fait accessible. Hein. Et visiblement, il a dessiné un peu de fractal dessus. Alors, je vais essayer d'aller vite. L'effet papillon, est-ce que vous avez peut-être entendu ces trucs? Est-ce qu'un battement d'aile d'un papillon au Brésil pourrait déclencher une tornade au Texas? C'est-à-dire, est-ce qu'un tout petit truc en quelque part, hein, dans un système chaotique, pourrait expliquer d'autres choses. Bon. Alors, Lorentz, c'est les équations que vous voyez à droite, qui sont des équations différentielles, donc ce serait un peu plus difficile à traiter que les simulations qu'on a vues tout à l'heure, mais pas, bon, c'est des équations de météo. C'est pour ça qu'il parle de tornade. Donc, 1963, il écrit 2 états qui ne diffèrent que par d'infimes quantités peuvent évoluer vers 2 états totalement différents. Et donc, s'il y a la moindre erreur dans l'observation d'un état au temps présent, donc on est dans le cas de météo, hein, et de telles erreurs semblent inévitables dans n'importe quel système réel, bon, il se pourrait bien qu'il soit impossible de faire une prédiction valable de ce qu'il deviendra cet état dans un futur lointain. Ça, c'était Lorentz qui avait des problèmes avec son système dynamique en météo. Ceci dit, il y en avait d'autres avant. Poincaré, finalement, bien avant, parce que c'est à partir de Lorentz et un peu plus tard que c'est devenu populaire, la théorie du chaos. Mais Poincaré, en 1908, avait dit la même chose. Une cause très petite qui nous échappe détermine un effet considérable
que nous ne pouvons pas ne pas voir. Et alors, nous disons que cet effet est dû au hasard. Il peut arriver que de petites différences dans les conditions initiales, c'est le terme consacré en théorie du chaos, engendrent de très grandes dans les phénomènes finaux. Une petite erreur sur les premières produirait une erreur énorme sur les derniers. La prédiction devient impossible et nous avons le phénomène fortuit, hasard, comme on veut, c'est Poincaré qui réfléchit. On peut s'amuser, remonter à Edgar Poe, traduit par Baudelaire, et lui il cherche qui est le coupable, et il se dit peut-être la petite variation dans les éléments de problème pourrait faire des graves erreurs de calcul et diverger absolument les événements qui vont en résulter. Donc, à peu près de la même manière qu'en arithmétique, une erreur qui prise individuellement peut être inappréciable, à la longue, avec des multiplications, arriverait à un résultat effroyablement distant de la vérité. Donc là, il réfléchit pour son enquête, mais il emploie les mêmes termes. Alors, ce que je voulais faire, et donc là, vous allez simplement me faire confiance sans doute, voilà une figure qui est très célèbre dans la théorie du chaos. Diagramme de bifurcation de la fonction logistique. Donc voilà, on a un trait qui se dédouble de traits, puis de traits, puis après ça devient un peu fouillis. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une fonction, un petit peu comme tout à l'heure notre tête de pucée. Un abscisse, c'est son paramètre R. Et c'est une population qui varie en ordonnée là, entre 0 et 1. On peut dire 0% et 100% d'une sorte de population totale Kmax qui serait la capacité maximum que le milieu peut avoir en population. Et ce qui se passe, c'est que suivant la valeur de ce paramètre R, qui est une sorte de taux de reproduction dans les modèles en dynamique de population, eh ben ça dépend ce que vaut R. Si R, je vais le voir après, vaut par exemple, je ne sais pas si vous avez un livre 2 et quelques, bon, on itère sa fonction et on trouve un état d'équilibre. Si R vaut 3,1, ça se reproduit un peu plus dans la population. On a deux possibilités dans le futur. Mais le problème, c'est qu'à la fin, on a ce qu'on appelle le chaos. Et alors, on va essayer de le dire. La fonction, par exemple, il y en a plein aussi, mais c'est celle qui est que quand même beaucoup ceux qui font de la dynamique de population. C'est donc, on a dit Kmax, une sorte de capacité maximum du milieu. X, c'est la population, et f de x, c'est la population à l'instant d'après, l'année d'après ou le jour d'après, suivant son échelle. Bon. Et pour faire plus simple, on peut dire 0% et 100%, donc on enlève le Kmax, et ça fait une fonction un peu comme tout à l'heure, Rx fois 1 moins x. Rx fois 1 moins x, ça fait Rx moins Rx au carré, il y a un carré. Et là, tous ces problèmes arrivent avec la non-linéarité, c'est-à-dire plutôt les multiplications que les additions. On a des carrés encore, ou des carrés, alors je vous dis pas les puissances 3 et les puissances 5, qu'est-ce que vous voulez, mais dès qu'il y a un petit carré, ça ne se passe pas du tout comme les phénomènes linéaires. Linéaire, c'est qu'en la SNCF, autrefois, on faisait 500 km, on payait tel prix, 250 km, moitié prix, 1000 km, le double. Ça, c'est linéaire. Les phénomènes linéaires, on domine bien. On fait des tableaux de proportionnalité, c'est les règles de 3, c'est un peu compliqué, mais des tableaux de proportionnalité linéaires, on s'y attend bien. On fait le double de trucs, on a le double de coûts. Non linéaire, déjà, et là, il y a des gens qui appellent ça non-linéarité, ça fait tout de suite des choses beaucoup plus bizarres. Et ce que je veux dire, c'est que pour bien comprendre ce qui se passe ici, on part, donc on a les paramètres, ça dépend combien il vaut. Là, on l'a pris entre 0 et 4. On prend une valeur initiale. Et, on a dit 1h30, j'ose pas prendre mon tableur Excel à côté, parce que j'ai peur de faire planter mon diaporama. Mais, vous voyez, dans cet exemple, là, j'ai une copie d'écran, j'ai dit R 3,2. Pourquoi pas? Valeur initiale, entre 0 et 1, 0,9. Je peux prendre 0,1, 0,8, bon. Et puis, je fais mon calcul, là. Bon. Donc, le tableau Excel, il faut savoir itérer sous Excel. Si je pars de 0,9, je prends R vaut 3,2, je multiplie 3,2 par 0,9 fois 1 moins 0,9, 0,288. Et je recommence, c'est le coup de l'itération. Je prends 0,288, que je multiplie par 3,2, et que je multiplie par 1 moins 0,288. Et je regarde ce qui se passe. Alors, là, R 3,2, je suis là. En gros,
j'ai des 0,52, des 0,79, enfin, j'ai plusieurs états possibles. Et ça va encore. Je sais pas trop ce qui va m'arriver, mais j'ai plusieurs états. Et je peux essayer de savoir dans quel cas je suis. Mais quand le chaos arrive, c'est que, par exemple, pour des valeurs du style 3,5, constante de Fagenbein ou autre, hein, enfin, il y en a plusieurs. Il y a pas toujours du chaos, là. Mais il y a pas mal de valeurs de R, où ce qui se passe, alors qu'a priori, ça peut représenter simplement une sorte de taux de reproduction, eh bien, tous les états finaux sont possibles. Tous. Entre 0 et 100%, entre 0 et 1, c'est-à-dire une infinité de possibles. Ça peut être extinction totale, la population, il n'y en a plus, hein, ou au contraire, surpopulation, capacité maximum du milieu. Donc, si on le fait soi-même, ce que je prétends, c'est qu'on peut le faire soi-même. Avec son fichier Excel, on calcule, au bout d'un moment, on le trace. On arrive à le comprendre, et là, je vais sauter, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Mais il y a ce qui dépend, c'est la condition initiale. Là, j'ai dit, je pars de 0,9. Alors, si R vaut 2, je peux partir de là où je veux, de 0,9, de 0,8. J'ai un état d'équilibre. Je sais vers quoi va tendre ma population. Mais plus je vais vers le chaos, je prends une valeur initiale et au bout d'une certaine itération, surpopulation. Je prends une autre valeur initiale, extinction. Alors je me dis, il faut que je précise ma valeur initiale, hein, parce que ça change tout. Hein. Ça s'appelle la sensibilité aux conditions initiales. Donc la connaissance du futur, elle dépend de l'état initial, puisque j'itère. Je pars de là, je calcule le suivant, le suivant, le suivant. C'est ce qu'on appelle déterministe. C'est du calcul. On a pris Excel, on peut prendre l'ordinateur. J'ai la valeur au temps 0, je prends mon fonction, je calcule la valeur au temps 1, je calcule la valeur au temps 2. Je me barre peut-être, mais enfin, je peux le faire. C'est déterministe. C'est un modèle, tout ce qu'il y a de plus déterministe, c'est peut-être pas comme ça dans la réalité des populations d'animaux ou d'humains. Hein. Mais dans mon modèle, c'est déterministe. J'ai une valeur initiale. C'est quand même le diable. Si, supposons que c'est tous les 100 ans, j'itère. En fait, non, tous les ans. Au bout de 100 ans, hein, je peux savoir ma population. Je sais x0, je sais x au temps 1, x au temps 2, je fais 100 calculs et j'ai ma population au bout de 100 ans. Le problème, c'est que si je change d'état initial, je ne trouve pas du tout la même arrivée. Et le problème supplémentaire, donc ça dépend de l'état initial. Bon, on comprend assez, hein, évidemment. Si c'est déterministe, ça dépend d'où je démarre. Hein. Le problème qui se pose, c'est qu'il est impossible de connaître un état, initial ou pas, avec une précision infinie, pour des tas de raisons. D'abord, ses capacités de mesure. On ne parle même pas des fractales, etc. Mais enfin, même si vous voulez mesurer une longueur, vous avez beau prendre du laser, vous améliorerez votre précision, mais une précision infinie, c'est impossible, avec votre instrument de mesure, d'avoir à la centième décimale hein, une valeur exacte. Le problème, c'est que dans un système chaotique, si la centième décimale de votre état initial, elle change, ce qui pour vous est absolument pareil, eh ben vous pouvez avoir extinction ou surpopulation. Et donc si c'est des individus, un par un, hein, vous trompez de 1 au départ, là vous ne pouvez pas vous tromper de plus, mais enfin bon, ça change d'adresse, il y a des gens qui meurent et des gens qui naissent, hein. Eh ben vous êtes un peu mal pour savoir aujourd'hui exactement le nombre d'individus sur Terre, à un près. Donc il y a des tas de raisons pour lesquelles l'état initial, et puis si jamais vous n'en avez pas assez, vous sortez la musique quantique, la mécanique quantique généralisée, hein, et il est absolument impossible, et le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui vous démontrera que c'est absolument impossible, même au-delà même des instruments de mesure, d'avoir une mesure avec une précision infinie. Alors on tourne en boucle. Parce qu'on a bien compris que le système est déterministe, le modèle est plus que simple, c'est Rx fois 1 moins X. Quand même, on a pris simple. Si je connais l'état initial, je peux connaître et calculer facilement l'état final. Le problème, c'est que je ne peux pas connaître l'état initial. Et donc, conclusion, je ne peux pas prévoir le futur. Mais pas du tout. C'est impossible, alors que le modèle est simple, alors qu'il est déterministe, c'est, comme on dit, mathématique. Eh ben, on peut pas. Et donc, on peut s'en persuader en relisant les bouquins dans tous les sens, en faisant son fichier Excel, mais au bout d'un moment, on est persuadé. On est persuadé que
eh ben, même avec un truc aussi simple, il n'y a pas de cause extérieure, il n'y a pas d'interaction de système complexe, il n'y a rien, eh ben, c'est pas possible. C'est très embêtant, là. Là, on s'arrête. On se dit, c'est plus la peine que je fasse un calcul quelconque. Alors, bon, il y en a qui s'accrochent. On peut quand même faire des ensembles possibles d'états futurs. Ça s'appelle les attracteurs étranges. Non, ça s'appelle les attracteurs. Les attracteurs, c'est que, bon, c'est des systèmes dynamiques qui évoluent au cours du temps. Donc, effectivement, on ne sait pas. Mais si on regarde avec plein de calculs, des fois, ils suivent des courbes bizarres comme ça. C'est-à-dire que dans tous les états possibles, c'est pas tous, finalement. Tout à l'heure, c'était presque tous. Hein. Enfin, c'était même tout à fait tous, avec ma façon logistique. Mais dans certains cas, c'est chaotique, mais il y a quand même... il y a une infinité d'états possibles dans le futur. Mais pas tout à fait n'importe quoi. C'est sur des trajectoires. Alors, le lien avec les fractales, c'est que ces trajectoires, elles auraient des dimensions fractales aussi. Parce qu'évidemment... ça, c'est une échelle de résolution, mais bon. Et puis, il y a des liens entre fractal et chaos. On passe, on va arriver à la fin, mais donc cette théorie du chaos, elle nous prouve, comme j'ai dit dans mon résumé, elle nous prouve qu'on peut quand même s'auto-persuader. Là, vous avez fait un peu confiance à l'expert, mais bon, si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez vous y accrocher pendant 2 ou 3 jours et vous auto-persuader vous-même que même pour des systèmes déterministes ultra simples, en général, dès qu'il y a un peu de non-linéarité, eh ben, on peut pas prévoir l'avenir. Et pourtant, là, on n'a pas venu beaucoup de complications. Alors, c'est des choses qu'on peut faire, évidemment, avec les outils de calcul qu'on a maintenant. Parce que sinon, il faut quand même faire tourner les machines et tout ça pour être sûr. Hein. Et pour être sûr. Enfin, il y a des démonstrations aussi, hein, mais les démonstrations, elles sont plus longues. Mais c'est un fait, comme on dit, voilà. Alors, c'est mon dernier transparent quand même, qu'on va développer plus ou moins. Ce que j'aime bien dans ces 2 petits exemples, outre le fait que les deux, quand même nous apprennent quelque chose, si on ne savait pas, parce que si vous le saviez déjà. Oui, bon, les fractales autosimilaires, les mesures bizarres, bon, il y en a plein qui le connaissent, et la théorie du chaos, il y a eu beaucoup de vulgarisation dessus, hein. Et d'ailleurs, bon. Mais ce que j'ai voulu faire avec ces petits calculs, c'est dire que je prétends que ça, si on en a envie, on peut le vérifier de sa propre expérience. Parce qu'on sait calculer, qu'on a 2 outils de calcul et qu'on a compris un petit peu, bon, on peut le faire. Donc on peut se persuader soi-même de première main de certaines choses. Évidemment après, bon, j'ai sauté les attracteurs étranges et tout ça. Au bout d'un moment, on va pas tout refaire. Hein. Mais et c'est vraiment des petits, on va dire, le premier un petit jeu mathématique si on veut, hein, pour modéliser le réel, et le deuxième un petit jeu de physicien. Hein, pour voir qu'il y a beaucoup de systèmes dynamiques qui sont chaotiques. Mais dès qu'on va dépasser ce cadre-là, on peut pas tout refaire tout seul. Et donc, il faut faire confiance, je reviens à mon premier mot, à des experts. Vous m'avez fait plus ou moins confiance là, hein. Je dis, elle a l'air dire vrai, enfin, parce que, bon. Mais enfin, dès qu'on dépasse et qu'on va dans des choses où il y a beaucoup plus... soit de connaissances nécessaires pour faire les calculs, soit beaucoup plus d'interaction, soit beaucoup plus d'ignorance sur les faits même, hein, on est obligé de faire confiance à des experts. Et c'est là que ça se corse. Parce que qui on croit? Et c'est ce qui se passe. Alors, cet exposé, enfin pas sous la même forme, j'avais un peu mis d'autres exemples, et là j'ai fait un peu plus court, si vous voulez, sur Fractal Chaos, mais je l'avais fait à mon académie. Et je prétendais que les vieux sages que nous sommes auraient pu essayer de militer, en quelque sorte, pour reconnaître l'incertitude comme une valeur scientifique à part entière. Donc dans ces exemples-là, on voit, il y en a. Hein. Alors bien sûr qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a la curiosité, il y a l'imagination, il y a les compétences techniques, il y a la maîtrise des outils d'observation et de calcul. Enfin, il y a des tas de valeurs scientifiques autres que celles-là. Mais, bon, et des fois ça peut être effectivement très compliqué. Mais le problème, c'est quand il s'agit de croire d'autres personnes,
Alors que ce soit le grand public qui croit le scientifique éclairé, que ce soit parce qu'on fait de l'interdisciplinarité, comme j'en ai beaucoup fait, et qu'on veut croire le collègue d'une discipline différente, il nous dit c'est comme ça. Il s'agit de le croire. Hein. Alors autrefois, on avait tendance à croire nos profs, par exemple. On était à l'école, on était content, il nous a dit un truc, on le croyait. Hein. Et on dit si le prof l'a dit, ça doit être vrai. Hein. Et maintenant, c'est pour ça que je parle d'une crise qui s'accentue, hein, mais on a l'impression que les jeunes en particulier ne croient plus personne. Ni le prof, encore moins le politique, le scientifique qui a dit le contraire que la veille, on ne croit plus personne. Et des fois, il y a des fortes raisons, puisqu'il y a plein de gens qui mentent, qui trichent, et tout ce qu'on veut, bien sûr. Mais c'est très très embêtant, et j'aurais bien aimé... Alors autrefois, bon, on croyait carrément à la religion, hein, et la science jouait un peu la rebelle. Elle voulait critiquer l'ignorance, hein, et on croyait en la science comme source de vérité. Le problème, c'est on n'y croit plus, mais il faut reconnaître aussi que la science est devenue très dogmatique. Maintenant, on dit, et c'est pour ça que je citais Astor, qui disait le foi et le savoir sont deux instruments très dangereux, parce qu'on dit, ben voilà. Donc les scientifiques, hein, comme ceux qui répondaient, là, le petit jeune, hein, moi, sur R0, je dis quand même, c'était un peu gonflé de dire ça simplement 60% comme ça. Hein. Eh bien, elle est devenue un peu dogmatique. Reconnaître l'incertitude, c'est pas très bon dans une carrière, parce qu'il faut quand même publier des choses qui se vendent. Hein. Si c'est pour dire je sais pas là, et là je sais pas, et là je sais pas, et là je sais pas, on est foutu, hein, on va pas grimper, hein, parce que quand même on attend que bon. Et alors il y a un peu un paradoxe, parce que c'est vrai qu'on demande à la science, alors je dis en mathématiques en particulier, quand même de nous dire ce qui est vrai et faux. Hein. Sauf que, comme dit Edgar Morin, c'est des îlots. On connaît des petits bouts. Et puis dans l'ensemble, on est tout aussi perdu. Mais que, pour moi, le scientifique, s'il arrivait à dire, ou à être autorisé à dire, parce que des fois c'est pas sa faute, ce qu'il sait, et aussi l'immensité de ce qu'il sait pas, alors on croirait peut-être plus à lui comme on croyait en Dieu autrefois, mais quand même on lui ferait confiance. On dirait le scientifique a dit ça. Hein. Bon, on l'a pas très bien compris, mais bon, on va dire qu'il a dit vrai. Et dans ce que j'appelle moi des fausses croyances qui se développent partout, la Terre est plate, le créationnisme, etc. et tout, on est quand même surpris que là, alors il n'y a pas de doute du tout. Hein. C'est certain. C'est certain. C'est écrit dans la Bible. C'est-à-dire que on reprend des trucs comme ça que même le pape n'aurait pas osé annoncer. Hein. On a fait 6 jours, le 7e jour de se reposer, et c'est comme ça. Bon. Et pour des tas d'autres choses, hein, tel médicament alternatif, hein, prenez donc du zinc contre la Covid. J'ai pas dit que ça pouvait pas marcher. Hein. Je dis que ça peut pas marcher, mais je suis surprise de la personne qui dit, moi, je sais. C'est du zinc que je dois prendre. Je dis, mais comment tu sais? Parce que moi, je sais rien. Eh ben, elle sait. Et on a tellement besoin de croyances qu'on va les chercher ailleurs. Et c'est très ennuyeux, parce que moi, je crois quand même à une sorte de démarche scientifique qui est basée sur ce qu'on peut, l'expérimentation, le raisonnement, la confrontation, la réfutation, comme a dit Popper, et tout ce qu'on veut, mais c'est pas la même démarche que d'affirmer que parce qu'on va prendre sa pilule de zinc, on va être sûr guéri. Là, mais ça se développe beaucoup. Et avec, donc, alors finalement, je mettrai l'incertitude, moi, du côté des valeurs scientifiques. Alors, évidemment, puisque en ce moment c'est la crise en Ukraine, hier je lisais sur Popper pour essayer de me rappeler ce qu'il avait dit sur la réfutation, et je sais pas, quelqu'un écrivait sur lui, et il disait que, ça m'a fait rire, que alors Morin il a écrit là-dessus aussi, il a dit que on savait pas, que c'était quand même très compliqué, hein, de comprendre ce conflit.
parce qu'il y avait effectivement beaucoup d'actions, d'interactions, etc., très compliquées. Mais Clémenceau, il avait dit, à la Deuxième Guerre mondiale, qu'effectivement c'était très compliqué de savoir les motivations des uns et des autres et à toutes les échelles et ce qui s'était passé, mais que quand même les historiens, qui sont quand même dans les scientifiques d'une certaine façon, même si c'est pas des sciences humaines, c'est quand même des faits et tout ça, qu'ils pensent, qu'ils retiendraient que c'est bien l'Allemagne qui avait envahi la Belgique tel jour, et non pas l'inverse. Après, pourquoi, comment, on ne sait pas. Mais le fait, il y a des faits. Hein. Et que quand l'historien vous dit, ce jour-là, l'Allemagne a envahi la Belgique, grosso modo, tous ceux qui croient aux professeurs, aux scientifiques et tout ça, ils diront, oui, bon, bah, c'est vrai, ce jour-là, l'Allemagne a envahi la Belgique. Après, il y a les interprétations et tout ça et tout. Hein. On a le droit d'être nazi. Hein. Mais il y a des certitudes, et celle-là, ça en est une. Mais alors, s'il y en a qui arrivent pour dire, ah non, non, c'est pas du tout ça. Finalement, c'est les Suisses qui envahissaient la France le même jour. Alors là, bon, qui croire? Et là-dedans, pour terminer, c'est les choix politiques et sociétaux. Hein. Au début, comme tout le monde, justement, puisqu'on a dit que Edgar Morin elle disait ça aussi, quand il y a eu un conseil scientifique, moi, au début du confinement, j'étais plutôt contente. Hein. Je me dis, il va y avoir tous ces gens qui vont nous... Bon. On leur demande beaucoup. Hein. On ne sait pas trop qui est dedans. Et puis, bon, c'est bien, moi, je trouve que c'est bien quand on demande des choses. Hein. On ne sait pas si c'est masque, pas masque, si au début, il n'y avait pas, bon, n'importe, bon. Mais bon, quand même, ils savent des choses. Donc, on est très content qu'ils donnent leur avis. Le problème, c'est qu'ils donnent leur avis sur ce qu'ils savent. Et ensuite, le choix de faire quoi que ce soit, c'est pas à eux. Et on peut pas leur demander à eux, et si on leur fait jouer ce rôle-là, effectivement, on ne croira plus à rien. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils savent. Et puis, les choix, ils sont qu'on est dans l'incertitude, et on choisit en son âme et conscience, avec des intérêts particuliers au collectif, ce qu'on fait dans telle situation, et que ça ne peut absolument pas être la science qui décide. La science, elle cherche. Alors, je vais terminer par une boutade, parce que, vous savez, il y avait un certain président de la République, dont vous vous rappelez sans doute, qui avait dit des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Moi, c'était drôle. C'est drôle, c'est vrai, moi, je trouvais ça assez drôle. Et puis, en réfléchissant, en vieillissant, je me dis finalement, on n'a pas à demander aux chercheurs de trouver. Ce qu'on aimerait bien, c'est qu'ils cherchent. C'était drôle, mais finalement, qu'ils cherchent. Parce qu'on est humain et qu'on cherche. Et on cherche à comprendre tout ce qu'on peut comprendre. Voilà, c'est fini. C'est fini pour moi.